Got North right clamp, South Fox, H top, pass 38, top gun, BXP, sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Bienvenue pour le tout premier épisode de cette nouvelle aventure. Alors, le Punter, si vous connaissez, c'est mon blog, ce qui est dédié au football américain, un peu de NFL, beaucoup de NFL et un petit peu de NCAA, le football universitaire. Le format sera le suivant. Un épisode à peu près chaque semaine, si possible, parce que bon, j'ai un travail et une vie familiale aussi, d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes, avec plusieurs sections. Pendant la saison, on parlera des matchs. La pré-saison, on parle des signatures, on va parler de la draft, les camps d'entraînement l'été, les nouvelles lois, bref, on va parler de beaucoup de choses. Donc voilà, on va le faire d'une façon assez relax, comme disent les Anglais, anglo-saxons ou les Américains. Donc voilà. Encore une fois, merci si vous me suivez sur mon blog ou ici, et bienvenue. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, cette toute première vidéo, on va parler de la Free Agency. Qu'est-ce que c'est la Free Agency? La Free Agency, c'est un mercato, on va dire, des joueurs qui sont libres de tout contrat. Donc, avant la draft, on va dire au printemps, après le Super Bowl, les équipes retravaillent, restructurent leurs contrats, reconstruisent leurs effectifs. Il y a 10 jours de cela, commençait la Free Agency. Qu'est-ce qui se passe alors au début de la Free Agency? Les équipes, les franchises contactent les joueurs libres et leur offrent un salaire. C'est une espèce, on va dire, c'est de la spéculation et le joueur signe pour souvent l'équipe qui lui offre le plus gros contrat. Problème, chaque équipe à NFL a une limite salariale. Cette limite salariale est la même pour n'importe quelle franchise. Cette année, la limite salariale a augmenté. Je crois que c'est aux alentours de 270 millions de dollars à l'année. Donc voilà, suivant leur marge de manœuvre sur leur masse salariale, certaines équipes ont plus les mains libres, plus de liberté à l'heure on va dire, de signer de nouveaux joueurs. Donc voilà, en fait, la Free Agency, ça sert à ça. Ça sert à construire un effectif juste avant la draft. Très souvent, à combler des manques d'un effectif, ou alors, si la limite salariale est dépassée, c'est faire de la place au niveau salarial, se débarrasser de joueurs souvent vieillissants ou souvent blessés pour faire de la place à des joueurs moins chers, ou alors directement drafter des joueurs au mois d'avril. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va se pencher sur 5 équipes qui, à notre avis, ont bien travaillé pendant la Free Agency. On va parler des Patriots, on va parler des Commanders, on va parler des Bears, on va parler des Seahawks et on va parler de mes chouchous. Les Minnesota Vikings. Alors on commence avec les New England Patriots. Les New England Patriots, vous le connaissez sans doute pendant des années à l'époque Belichick et Tom Brady. C'est ceux qui gagnaient tout. Ils gagnaient le Super Bowl année après année. Enfin bon, pas année après année, mais ils ont gagné beaucoup de Super Bowl, avec des polémiques ou pas, si vous connaissez l'histoire. Bref, depuis quelques saisons, les Patriots, c'est un désastre. Un désastre. Il y a 2 saisons de cela, ils ont laissé partir Bill Belichick, qui a été remplacé par un de ses anciens joueurs, Gerard Mayo, l'an dernier. Ça n'a pas du tout marché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils virent Gerard Mayo et ils font venir Mike Vrabel, un autre ancien joueur, mais celui-là, il a un peu plus d'expérience, puisqu'il était à la tête de Tennessee Titans pendant plusieurs saisons, avant d'être licencié en 2024. Donc, commençons par la défense. Les Patriots, c'est une équipe qui avait des manques de partout. Une des pires équipes de la NFL. À la dernière draft, en 2024, ils ont recruté un des meilleurs quarterbacks, Drake May, de l'université de North Carolina. Un excellent joueur. Problème autour de lui,
que des cancres. Donc du coup, cette année, avec une énorme marge sur leur masse salariale, énorme, ils ont décidé d'attaquer très fort, d'être très agressifs pendant la free agency. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surtout recruté en défense. Mike Vrabel, c'est un entraîneur défensif. Pour lui, avoir une défense solide, c'est la base de son système, de sa stratégie de jeu. Ils ont fait venir Milton Williams, l'excellent plaqueur défensif. Excusez-moi, j'aime beaucoup les mots français, mais bon. Defensive tackle, si vous préférez, des Philadelphia Eagles. Et d'ailleurs, un des meilleurs joueurs du dernier Super Bowl. Ils l'ont payé 26 millions à l'année, ça va être son salaire, payé très très cher pour un joueur qui jouait à peine 50% des snaps la saison dernière, mais un excellent joueur, jeune, donc forcément, il va apporter beaucoup de qualité à la ligne défensive des Patriots. Les Patriots ne se sont pas arrêtés là, ils ont aussi recruté le linebacker Robert Spillane, excellent contre le jeu au sol. Ils ont aussi fait venir un ancien Tennessee Titan, qui d'ailleurs va retrouver Mike Vrabel. L'outside linebacker, c'est-à-dire un pass rusher, edge rusher, et Harold Landry, très très bon joueur. Et aussi un cornerback, Carlton Davis, des Detroit Lions. Un très très bon joueur. Donc forcément, niveau défense, les Patriots, ça va être très très bon. Maintenant, le problème, c'est en attaque. C'est en attaque. Plusieurs experts de la NFL ont fait part des tentatives des Patriots de recruter des cibles, des receveurs, des joueurs différentiels en attaque. Problème, c'est pas passé, personne n'a voulu rejoindre les Patriots. Donc du coup, ils ont réussi seulement à faire venir le plaqueur offensif droit, Morgan Moses, et Mac Hollins, qui était un des receveurs de Josh Allen aux Buffalo Bills la saison dernière. Mike Hollins ne sera sans doute pas le receveur numéro 1, donc ne soyez pas surpris si vous voyez les Patriots extrêmement agressifs et extrêmement portés sur les joueurs offensifs pendant la draft. Maintenant, si on se penche sur les chiffres, les Patriots ont dépensé plus de 280 millions de dollars lors de la free agency. Pourquoi? Forcément, ils ont fait venir des joueurs de grande qualité. Milton Williams, 26 millions à l'année. Robert Spillane, 12 millions à l'année. Harold Landry, 14 millions à l'année. Carlton Davis, 20 millions à l'année. C'est très cher tout ça. Pourquoi aussi cher? Est-ce que c'est vraiment la valeur du joueur? Non. Le problème pour les Patriots, c'est que forcément, ces joueurs étaient très demandés. Il y a eu énormément de spéculation. Du coup, eux, étant donné leur niveau qui était pathétique, pour faire venir ces joueurs, ils ont dû offrir des contrats bien au-dessus de la valeur réelle des joueurs. Il faut savoir que les Patriots étaient en concurrence avec les Carolina Panthers pour Milton Williams. Les Panthers sont pas forcément une excellente équipe non plus, mais avec Bryce Young, avec plusieurs joueurs intéressants, on a vu une progression des Carolina Panthers la saison dernière, chose que l'on n'a pas vu chez les Patriots. Donc du coup, ils ont été obligés de surpayer ces joueurs pour réussir à les convaincre et les faire venir dans leur franchise. La deuxième franchise de qui on va parler, ce sont les surprenants Washington Commanders, qui ont fait une excellente saison 2024. Grâce à qui? Un peu grâce à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont tout changé. À l'intersaison 2024, ils ont tout changé. Nouveau propriétaire, nouveau general manager, nouvel entraîneur avec Dan Quinn, qui était avant coordinateur défensif des Dallas Cowboys. Et surtout, celui qui a tout changé, le stratège, le game changer, Jayden Daniels. Le rookie, qui venait de l'université de LSU, qui venait de gagner le titre de meilleur joueur de la NCAA, du collège universitaire, le Trophy Heisman, ils appellent cela. Un joueur de 24 ans, 25 ans, et qui était déjà prêt pour la NFL. Et il a démontré qu'il était prêt la saison dernière. Les Commanders, c'était la meilleure équipe sur les 4e downs. Les 4e downs, il faut savoir que c'est la dernière opportunité de l'attaque, et très souvent, ils utilisent le punter pour dégager le ballon. Pas les Commanders. Très souvent, ils prenaient le risque, et là, c'est là où l'expérience d'un quarterback, le talent, le sang-froid, et parle. Et Jayden Daniels a fait parler tout son talent en gagnant autant de 4e down pour les Commanders.
avec une équipe pas trop mauvaise, mais pas forcément fantastique, et arriver en finale de championship, en finale de conférence, avec cette équipe, c'était pas un miracle, mais c'était une excellente performance des Washington Commanders. Pour continuer sur leur lancée, forcément, ils ont décidé de frapper fort à l'intersaison, et ils ont recruté tout d'abord l'explosif Deebo Samuel des 49ers. Certains diront que Samuel est sur la pente descendante, il va fêter ses 29 ans, c'est plus le joueur explosif que c'était, il a eu beaucoup de blessures, il y a eu des incidents dans le vestiaire la saison dernière aux 49ers. Est-ce que c'est un bon choix? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Deebo Samuel, le fait de commencer une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, avec un excellent quarterback, bien entouré, je pense que Deebo Samuel, ça pourrait marcher aux Commanders. Et avec Samuel d'un côté et Terry McLaurin de l'autre côté, l'attaque des Commanders, ça va être explosif. Ils ont aussi renforcé la ligne défensive avec Javon Kinlaw, le defensive tackle, Will Harris, le safety. Et surtout, ils ont décidé de frapper fort pour protéger leur quarterback. Ils ont fait venir le left tackle, le plaqueur offensif gauche, Laremy Tunsil. Peut-être le seul joueur potable de la ligne offensive des Houston Texans, pardon. Et les Houston Texans, voilà, ils ont décidé de pas prolonger Tunsil, de pas offrir de nouveaux contrats, 30 ans, sur la voie descendante apparemment. Bref, ils ont décidé de l'échanger contre plusieurs choix de draft. On sait pas trop. Mais voilà, les Washington Commanders, ils récupèrent un excellent joueur. Et il faut savoir que sur une ligne offensive, le left tackle, c'est peut-être le joueur le plus important. Donc c'est une excellente affaire, je pense, pour les Washington Commanders. Et avec une ligne offensive un peu plus solide, une ligne offensive un peu plus solide, une nouvelle cible en attaque, attention Washington Commanders. La troisième équipe dont on va parler, ce sont les Chicago Bears. Les Chicago Bears, c'est une équipe de la NFC North, une excellente division avec les Detroit Lions, les Minnesota Vikings, les Green Bay Packers et aussi les Chicago Bears. Les Chicago Bears, ça fait des années qu'ils sont plus que médiocres. Ils terminent à chaque fois dernier de leur division. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu les playoffs. Sauf que là, l'intersaison, ils ont frappé un énorme coup. Ils ont recruté le meilleur entraîneur qui était sur le marché, Ben Johnson. Ben Johnson, pas le sprinter des années 90. Ben Johnson, c'était le coordinateur offensif des Detroit Lions. Et les Detroit Lions, si vous suivez la NFL, les 2 dernières saisons, une excellente équipe offensive, une excellente équipe en attaque avec des armes de partout, une ligne offensive solide, un jeu au sol excellent. Bref, le plan des Chicago Bears est clair. Ben Johnson, il a vu ce qu'il a vu aux Detroit Lions. Qu'est-ce qu'il fait chez les Bears? Il fait venir 3 joueurs sur la ligne offensive, 3 nouveaux joueurs. Les Chicago Bears et le manager général, Ryan Poles, ils n'ont pas attendu la free agency. Juste avant, la semaine avant, ils ont échangé, ils ont tradé pour 2 très très bons gardes offensifs. Joe Thuney, qui pendant des années a protégé Patrick Mahomes aux Kansas City Chiefs, et Jonah Jackson, très très bon garde des Los Angeles Rams, qui lui protégeait Matthew Stafford, pardon. Mais c'est pas tout. Pendant la free agency, ils ont aussi fait venir le centre d'Atlanta, Drew Dolman, le 4e meilleur centre de toute la NFL la saison dernière. Ils ont refait toute la ligne offensive intérieure. Complètement. Et le left tackle, est-ce qu'ils vont le changer? Est-ce qu'ils vont prendre un nouveau joueur à la draft et donc changer 4 membres de la ligne offensive sur 5? Ça serait un énorme changement et ça prend du temps. Et bon, bref, nous verrons bien. Ce n'est pas la question, ça sera pour un autre épisode. Ils ont aussi fait venir du monde à défense. Ils ont fait venir 2 joueurs qui vont beaucoup aider dans le pass rush, c'est-à-dire courir après le quarterback adverse, avec Dayo Odeyingbo, le defensive end, et Grady Jarrett, le plaqueur défensif. 2 très très bons joueurs qui vont forcément aider la défense à être encore meilleure. La défense était peut-être le point positif des Bears la saison dernière. L'attaque était le gros point faible. Donc voyons, Ben Johnson, venant de Detroit,
ayant vu un système qui marche à Detroit Lions, il renforce sa défense à Chicago. Il a déjà un excellent running back, un excellent coureur avec DeAndre Swift. Est-ce que les Chicago Bears ne voudraient pas drafter un running back, genre Ashton Jeanty, peut-être le meilleur running back la saison dernière à NCAA, ou peut-être Omarion Hampton, ou un autre, je sais pas, il y a d'excellents running backs dans cette draft. Encore une fois, pas de spoiler, ça sera pour un autre épisode. Donc voilà, ce serait pas surprenant de voir les Chicago Bears drafter un running back ou un plaqueur offensif. Nous verrons bien. La quatrième équipe, c'est les Seattle Seahawks. Les Seattle Seahawks, ils ont eu une semaine juste avant la free agency et une semaine de la free agency très très chargée. D'abord, ils ont perdu 2 joueurs majeurs. Ils ont perdu DK Metcalf, le massif receveur qui a été échangé avec les Pittsburgh Steelers. Et puis, ils ont aussi perdu leur quarterback, le vétéran de 35 ans, Geno Smith, qui est parti rejoindre son ancien coach Pete Carroll aux Raiders de Las Vegas. Donc voilà, sans quarterback, sans leur receveur star. Il faut savoir qu'ils ont laissé libre aussi Tyler Lockett, qui fut un de leurs meilleurs receveurs pendant 10 saisons. Donc du coup, ils ont tenté gros, ils ont fait venir peut-être le meilleur quarterback qui était libre pendant la free agency, c'était Sam Darnold. Sam Darnold qui a eu une excellente saison aux Minnesota Vikings la saison dernière, qui s'est mal terminé avec 2 très mauvais derniers matchs, mais en gros, Sam Darnold il a fait un excellent match. Il faut savoir que Sam Darnold, il était dans les discussions pour être MVP jusque dans les dernières semaines de la saison. Ok, et il a été invité au Pro Bowl qui en fait c'est une récompense aux meilleurs joueurs de la saison à tous les postes. Et Sam Darnold a été très très bon. Après, le contrat est assez bizarre parce qu'il signe pour 3 ans et un montant total de 100 millions, ce qui fait à peu près 33 millions par an, ce qui nous semble énorme à nous qui sommes européens et fans de sport en général, si on compare avec d'autres sports. Mais à NFL, 33 millions pour un quarterback, c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est on va dire un saut qualitatif recruter Darnold à la place de Geno Smith? Personnellement, je pense. C'est surtout un joueur qui joue à peu près pareil, ok, qui aime beaucoup le play action, mais surtout qui est 7 ans plus jeune. Et au niveau salaire, c'est à peu près pareil, donc c'est pas une grosse différence. Après, le problème de Seattle Seahawks, c'est la ligne offensive. L'année dernière, leur ligne offensive, c'était du fromage gruyère. Ils se faisaient percer, transpercer de partout. Geno Smith s'est fait saquer 1000 fois. Enfin bref, s'ils veulent aider Darnold, il va falloir qu'ils bossent à ce niveau-là parce qu'ils ont seulement fait venir Josh Jones, qui était aux Ravens la saison passée, qui est un bon joueur. Mais il y a d'autres manques sur la ligne offensive des Seattle Seahawks. Ils ont aussi fait venir en défense le defensive end DeMarcus Lawrence, qui était aux Cowboys pendant des saisons et qui vient renforcer le pass rush des Seattle Seahawks. Après, comme j'ai dit, les Seattle Seahawks, ils ont aussi renforcé l'attaque. Ils ont fait venir Cooper Kupp, qui a été libéré par les Rams. L'excellent Cooper Kupp, même s'il a 32 ans, même s'il est clairement sur le déclin, ça reste un très bon joueur, à condition que les blessures le respectent. Et ils ont fait venir aussi un complément qui est Marcus Valdes-Scantling, qui fut le receveur de Patrick Mahomes aux Chiefs pendant des saisons. Pas non plus un foudre de guerre, mais il fera le nombre, et un bon joueur qui pourrait prétendre à être le receveur numéro 3 ou numéro 4 des Seahawks. Mais ne soyons pas surpris, c'est à la draft, les Seahawks attaquent ce poste de receveur et sans doute aussi la ligne offensive. Et enfin, la dernière équipe, ce sont mes chouchous, les Minnesota Vikings. Dans les Minnesota Vikings qui ont fait une très bonne free agency, qui ont été très agressifs. Kevin O'Connell et le manager général Kwesi Adofo-Mensah, ils savaient très bien les manques, ils savaient très bien les points faibles de cette équipe. C'était les tranchées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent ces postes des deux côtés, la ligne offensive et la ligne défensive. Sur la ligne offensive,
Ils échangent Ed Ingram, ils le font partir aux Houston Texans. Ils laissent libre de tout contrat le centre Gareth Bradbury. Et ils recrutent à la place Ryan Kelly et Will Fries, deux joueurs de la ligne offensive qui viennent des Colts, qui ont été, on va dire, libérés. Bon, libérés, non, ils n'ont pas reçu d'offre de nouveaux contrats. Il faut dire qu'ils reviennent tous les deux de blessure. Hein. Will Fries est très jeune, il a 25-26 ans, je crois. Et il s'était blessé à la jambe, je crois que s'était cassé la jambe la saison dernière. Mais ça reste un excellent garde quand il est en forme. Très très bon, notamment dans le jeu au sol. Et on parlera de ça dans une seconde. Et le centre Ryan Kelly, qui lui aussi est excellent. C'est un saut qualitatif, clairement, par rapport à Bradbury. Et qui est très bon aussi, à la fois dans la protection du quarterback, mais aussi pour le jeu au sol. Et de l'autre côté, la ligne défensive, c'est là où ils ont frappé très très fort. Certaines mauvaises langues diront qu'ils recrutent deux joueurs vieillissants qui ont passé la trentaine, avec Jonathan Allen et Jason Hargrave. Jonathan Allen était Washington Commanders l'année dernière, un excellent plaqueur défensif, et Jason Hargrave aussi, qui lui vient des Niners, excellent plaqueur offensif, deux super joueurs. Problème aussi, ils ont été blessés, un qui a eu un déchirement du pectoral, l'autre le biceps, bref, ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Tous ces joueurs, s'ils reçoivent un contrat, c'est que les équipes sont sûres à 99% qu'ils sont prêts à jouer. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ces joueurs-là. Et c'est clairement une amélioration par rapport à ce qu'il y avait avant. On va pas se mentir. Les Vikings ont aussi prolongé plusieurs joueurs. Ils ont d'abord prolongé leur cornerback Baden Murphy Jr. Un contrat énorme. Si l'on regarde le talent du joueur. Je crois que c'est 3 ans pour 66 millions. Ça reste énorme pour un joueur qui n'est pas dans le top 10 des meilleurs, mais qui a eu une excellente saison dernière. Et le coordinateur défensif Brian Flores est amoureux fou de ce joueur. Donc, il était clair que les Vikings allaient tout faire pour le garder. Après, de l'autre côté, en attaque, ils ont re-signé le coureur Aaron Jones. Aaron Jones qui signait à l'intersaison dernière, après des années chez le rival des Green Bay Packers. Un excellent joueur, la trentaine aussi, mais qui reste excellent. Pour l'aider, et c'est là où ça devient intéressant, les Minnesota Vikings font venir, échangent avec les 49ers, et ils recrutent Jordan Mason. Jordan Mason, c'est celui qui a pris la place de Christian McCaffrey aux 49ers la saison dernière, après que McCaffrey se soit blessé. McCaffrey a manqué, je crois, les 5 ou 6 premiers matchs de la saison. Jordan Mason a pris sa place, et il a été très bon. Et les Vikings ont décidé donc de le recruter, et avec ce joueur, ils ont 2 coureurs qui sont très bons, et surtout, ça va, on va dire, soulager un peu Aaron Jones, qui l'année dernière, il a eu je sais pas combien de touches, 250 touches, c'était beaucoup trop pour un joueur de 30 ans, qui a déjà été souvent blessé, donc forcément, ça va le soulager d'avoir un joueur de cette qualité, et aussi jeune que Jordan Mason. Après, pourquoi ce mouvement? Parce que Kevin O'Connell n'est pas un fan du jeu au sol. C'est très simple. Vous savez que la saison dernière, les Minnesota Vikings ont drafté au premier tour, leur premier choix, c'était J.J. McCarthy, le quarterback venu de l'université de Michigan. Un très bon quarterback, sauf que l'an dernier, il était d'abord sur le banc derrière Sam Darnold, et puis il s'est blessé au ménisque, il a manqué toute la saison. Les Vikings ont décidé de ne pas prolonger, de ne faire aucune offre à Sam Darnold. Kevin O'Connell a choisi lui-même J.J. McCarthy à la dernière draft. Il a confiance à 100%, une confiance aveugle en J.J. McCarthy. Tout le monde parle très bien de J.J. McCarthy. Jim Harbaugh, son ancien entraîneur à l'université de Michigan, louait son ancien joueur, il disait que c'était un maniaque du football, un perfectionniste, un leader, enfin, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Comment aider un quarterback rookie? Kevin O'Connell, lui aussi, c'est un quarterback. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Même s'il n'est pas fan du jeu au sol, il sait très bien que pour mettre J.J. McCarthy dans les meilleures conditions, qu'est-ce qu'il faut? Une ligne offensive solide et un groupe de coureurs
qui sont capables de trouver des espaces et soulager le jeu au sol. Et donc forcément, le but, c'est on va dire, de ne pas mettre trop de pression sur J.J. McCarthy. Ils ne veulent pas que J.J. McCarthy il lance une soixantaine de passes par match. Ils veulent équilibrer le jeu au sol et le jeu aérien pour aider et mettre dans les meilleures conditions leur rookie quarterback. Les Vikings ont un effectif de grande qualité avec des excellents joueurs partout. Niveau Super Bowl, peut-être, peut-être pas. Le futur nous le dira. C'est parti pour la minute éducative. Peut-être un peu plus d'une minute. On va parler du salaire garanti. Si vous avez lu mes derniers articles sur la free agency, très souvent vous voyez tel joueur à signer, la durée du contrat, le montant total ou à l'année, puis le salaire garanti. Qu'est-ce que c'est le salaire garanti? Pour nous, en Europe, c'est difficile à comprendre parce que la loi du travail est différente, les contrats de travail sont différents, c'est très différent dans notre sport, sauf qu'aux États-Unis, ça marche comme ça. Le salaire offert aux joueurs n'est pas garanti à 100%. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que seulement une partie, un pourcentage du salaire est garanti. Par exemple, si un joueur reçoit un montant total de 45 millions, suivant plusieurs critères, peut-être le salaire garanti, le montant garanti sera de non pas 45%, non pas 45 millions, pardon, mais peut-être 30 millions ou 35 millions. Donc voilà. Maintenant, quels sont les critères? Les critères, il y en a 3. D'après mes recherches, c'est d'abord le talent du joueur. Ensuite, c'est l'historique de blessure du joueur. Et puis, le troisième critère qui est aussi très très important, c'est la limite salariale, le marge de manœuvre sur le plafond salarial de la franchise. Voilà, tout simplement. Très rarement, donc, les salaires sont garantis à 100%. Sauf, il y a quelques années, l'affaire du siècle, une affaire excellente, un joueur extraordinaire. Non, je plaisante. Un gâchis total. Le pire raté de l'histoire de la NFL, c'est Deshaun Watson, le quarterback qui quittait les Houston Texans, et partait chez les Cleveland Browns pour un contrat de 5 ans ou 6 ans, je crois, pour 230 millions de dollars. Et ces 230 millions étaient 100% garantis. Deshaun Watson, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est aux Cleveland Browns? D'abord, il a été suspendu parce qu'il y a eu des suspicions qu'il aurait eu des attitudes inappropriées envers des masseuses. Donc, il a été suspendu par NFL, selon le code de conduite de la NFL, pendant plusieurs matchs. Ensuite, la saison dernière, il était mauvais comme un cochon. Nul. Il n'en touchait pas une. Puis, il s'est rompu le talon d'Achille. Et c'est pas fini. Quelques mois après, en pleine convalescence, il se refait le tendon d'Achille. L'affaire du siècle pour les Cleveland Browns. Voilà. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez le décor. J'espère que vous aimez le contenu. La petite qualité de la vidéo avec les moyens du bord. Donc voilà. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Votre soutien est important. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager avec vos amis. À très vite pour un nouvel épisode.